Monsieur Bronas, vous qui connaissez très bien ces questions, Jean-Pierre, allez-y. Parfaitement, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, il est fréquemment exprimé que la mesure d'une société se trouverait dans la manière dont elle traite ses concitoyens les plus faibles et les plus démunis. Si l'on partage volontiers ce constat, on peut surtout regretter la défaillance de l'État ces dernières années à prendre la mesure de cette obligation morale et sociale qui lui incombe. Nos concitoyens les plus vulnérables, au premier rang desquels les personnes les plus âgées, pâtissent d'un manque de considération criant. Le niveau de suivi sanitaire et social auquel elles devraient pouvoir prétendre légitimement est loin d'être atteint. Les conditions d'exercice des soignants et des aidants qui les accompagnent étant particulièrement dégradées, sous-effectifs, manque de moyens matériels, gratification insuffisante. Alors je vous épargnerai le compte des suppressions de postes et de moyens que l'on peut déplorer dans les établissements de santé dans notre pays au cours des dernières années. On aurait pu penser d'ailleurs que la crise sanitaire que nous traversons allait infléchir ce paradigme. Il n'en est rien. Je voudrais vous donner quelques exemples. Dans la région Grand Est, l'Agence régionale de santé a annoncé la suppression de 1000 postes d'ici 2033. Il est également envisagé de fermer 14 lits de réanimation dans l'agglomération de Strasbourg. Le 24 septembre dernier, nous avons appris que le CHU de Besançon allait supprimer 28 lits à cause du manque de médecins. Les patients, les partants n'étant pas remplacés. La Chambre régionale des comptes d'Occitanie, dans un rapport du 1er octobre 2020, appelle à la suppression de lits et la réduction du personnel soignant pour des raisons financières et technocratiques. L'AFP soulignait dans une dépêche du 2 octobre que depuis longtemps, aucune ouverture pérenne de lits n'avait été effectuée en Île-de-France. Le même jour, ce 2 octobre, dans notre région, à Saint-Étienne, des soignants ont manifesté car 9 lits sont en passe d'être supprimés. Depuis la crise sanitaire, en fait, il n'y a pas un territoire en France où l'on crée de nouveaux lits, de nouveaux services, de nouveaux postes. Pire encore, on en supprime. Ne pas tenir compte de l'ensemble de ces professions vitales au sens premier du terme, quel déshonneur. Nos territoires nécessitent plus que jamais une évaluation réelle et non technocratique des besoins en médecins, en soignants, en service à la personne. À cet égard, la fin du numerus clausus en faculté de médecine est tout sauf une révolution. Les ARS continueront de déterminer le nombre d'étudiants admis dans la filière en fonction de la prétendue évaluation des territoires. C'est donc plus un trompe-l'œil. Fort heureusement, Monsieur le Président, cette trajectoire n'est pas suivie dans toute la sphère publique, loin s'en faut. La région Auvergne-Rhône-Alpes, depuis 2016, pallie par des mesures concrètes à un manque patent de moyens et lutte concrètement contre la désertification médicale. Alors, je voudrais citer là aussi quelques exemples. La création d'un fonds, tout d'abord, d'investissement pour financer l'équipement technique et la modernisation des centres hospitaliers en zone de revitalisation rurale. Le doublement du financement régional des projets de construction de maisons pluriprofessionnelles de santé. L'attribution d'une bourse aux étudiants en médecine qui choisissent de faire leur stage dans une zone considérée comme un désert médical. Le versement d'une prime régionale complémentaire aux futurs médecins qui s'engagent à s'installer dans une zone déficitaire de la région. Le soutien au développement d'outils numériques et de la télémédecine. Autant de mesures concrètes rendues possibles par la gestion des finances régionales que notre majorité a permis de dégager des marges de manœuvre inédites dans l'histoire de notre collectivité. Permettez-moi, Monsieur le Président, de saluer l'action de notre premier vice-président, Étienne Blanc, qui a su rendre tangible votre promesse faite en 2015 aux Auvergnats et aux Rhône-Alpins de redresser la barre des finances régionales et d'en faire la grande collectivité d'investissement qu'elle est devenue depuis 5 ans. Réjouissons-nous donc de voir la région Auvergne-Rhône-Alpes prendre des mesures des déficits structurels. Le rapport que vous nous présentez est assez explicite sur ce point. Notre territoire, d'ailleurs, comme tout le territoire national, connaît un vieillissement de sa population qui va aller en s'accélérant dans les années à venir et qui induit une augmentation du nombre de cas de dépendance. Couplé au déficit d'attractivité de certains métiers, à l'évolution croissante du nombre de demandes de maintien à domicile et à une vague de départ à la retraite de professionnels de santé,
Cette situation nécessite des dispositions fortes en direction de ce secteur. Le plan régional, aujourd'hui présenté, en prend toute la mesure. Je ne reviendrai pas sur l'ensemble des excellentes mesures que nous a présentées le vice-président Yannick Neuder. Je voudrais simplement souligner l'adéquation de l'offre de formation ainsi que le développement de son attractivité aux besoins réels de la population afin de former ces milliers de femmes et hommes admirables qui n'ont d'autre boussole que le soin dont parle le président de la République. Avec ce rapport, nous sommes bien au-delà des paroles. Nous parlons d'autant d'emplois pérennes. Augmenter l'offre de soins à nos habitants, y compris dans les territoires ruraux. Soutenir fortement l'économie régionale et la création d'emplois régionales, ce rapport est dans la droite ligne de notre action depuis 2016. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Brenas, et merci également d'avoir souligné l'action de Étienne Blanc. Je crois que Michel Fanget a pu se reconnecter, donc je vais pouvoir lui passer la parole. Monsieur le député, cher Michel.